Dans cette vidéo, on va décrypter les étapes les unes après les autres pour avoir des motifs de pouvoir suivre ces étapes avec attention ou non. Est-ce qu'il y a des étapes qu'on va pouvoir zapper? Est-ce que des étapes seront les plus importantes les unes que les autres? On va voir ça tout de suite maintenant. Alors, la première étape, voilà, on a un Tour de France qui part en Italie. Donc, avec 3 étapes en Italie, on va démarrer par la première étape, Florence-Rimini. C'est une étape qui va être très casse-pattes, hein, on l'a bien compris. Un Pogačar en forme, je pense qu'il va pas attendre la dernière semaine pour mettre le feu aux poudres. Donc il y a de grandes chances qu'on voit déjà les grandes manœuvres engagées dès cette première étape avec un enchaînement. Donc on sera à 25 km de l'arrivée au sommet de cette côte de 3e catégorie. Donc 7 km à 4,8%. Donc voilà, selon moi, on va avoir les favoris du Tour qui vont déjà se battre pour avoir le maillot jaune. N'oubliez pas notamment que on va déjà distribuer le maillot de meilleur grimpeur. Donc pour les échappés, il y a de quoi aller ramasser de bons gros points et des points qui vont servir pour porter ce maillot à poids pendant quasiment une semaine derrière. Les premiers points pour les sprints, donc voilà, pour le classement du meilleur sprinter, on va retrouver déjà une lutte qui va être assez féroce. Alors attention, puisque peut-être que cette première échappée va mettre du temps à sortir. Est-ce que les meilleurs sprinters vont basculer dans ce col de 2e catégorie? Voilà, 12 km à 5%, ça c'est pas sûr. Donc on peut avoir de très très gros dégâts déjà dès cette première étape. Donc maintenant, charge à voir de qui aura vraiment envie de porter ce maillot jaune et de faire des écarts. Ensuite va arriver l'étape numéro 2. Donc on est toujours en Italie. On a un profil qui est un petit peu plus plat quand même que la veille. Il y a quand même beaucoup moins de dénivelé. Attention, ça va être assez traite quand même, donc je pense pas qu'il y aura de gros dégâts, mais attention, selon les prévisions de la veille, si on a un Pogačar à Vingegaard ou un outsider qui a pris le maillot jaune et dont l'équipe ne veut pas se charger de la poursuite et du gain de ce maillot jaune pendant les prochains jours, on peut assister à une échappée qui va aller très loin et qui peut prendre beaucoup d'avance, hein, notamment que quand on sait que les équipes de sprinters ne vont peut-être pas prendre cette étape à leur profil, sachant que leur sprinter peut sauter dans cette bosse, donc dans cette montée à donc on sera environ, voilà, on sera à 15 km, un petit peu moins de 15 km de l'arrivée, donc voilà, il y a de grandes chances que les sprinters ne prennent pas la poursuite à leur compte. Donc moi personnellement je vois une échappée partir très très loin et gagner avec un petit peu d'avance, surtout si Pogačar ou Vingegaard a pris le maillot jaune, ça ne les dérangera pas du tout de laisser le maillot jaune à une autre équipe pour se faire plaisir. Donc je vois pas une arrivée massive. Attention à cette petite bosse du coup dans les 15 derniers kilomètres. Bon, je pense que ça peut s'observer. Derrière, il restera 15 km. Donc je vois pas Pogačar aller chercher à gratter du temps et pour autant Vingegaard non plus. Donc pour moi, cette deuxième étape, elle sera promise aux échappés. Pour la 3e étape, donc on est encore en Italie, donc Plaisance-Turin. Bon bah voilà, là il y aura pas vraiment de suspense, ça va être une étape qui va être promise aux sprinters. On va déjà pour le moment voir le premier sprint massif de ce Tour de France. Donc on va voir quelles équipes seront capables, voilà, de bien quadriller le peloton et d'amener son sprinter à la victoire dans la dernière ligne droite finale. Attention toutefois, puisque voilà, les organismes vont être assez frais. On va avoir beaucoup d'équipes avec beaucoup de coureurs. Malheureusement, par le passé, on l'a bien vu, à la première étape plate, il y a souvent énormément de chutes. Donc on va se retrouver avec des équipes de sprinters à rouler devant, on va se retrouver avec des équipes de leaders à rouler devant, sauf que il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc voilà, faites très très attention. Cette étape pourrait causer quelques dégâts. Alors, à l'occasion de l'étape numéro 4, ça y est, on quitte l'Italie, on arrive en France. C'est relativement rare d'observer un Tour de France qui soit aussi montagneux dans les premières étapes, au cours de ces premières étapes. Donc là, ça va pas rigoler. Un premier col de 40 km à 3% et demi. Donc voilà, il va être surtout pentu sur sa phase finale, mais on aura un bon gros faux plat montant pendant 40 bornes. Donc il y a de grandes chances qu'on voit les leaders s'échauffer sur home trainer parce que ça va partir très très vite, d'autant que l'étape de la veille aura été assez facile à appréhender, donc les organismes seront assez frais. Et pour un final, vous vous rendez compte, dans le col du Galibier, 23 bornes à 5% de moyenne. Alors c'est pas tant les 5% de moyenne qui vont causer des dégâts, c'est surtout l'altitude. On sera à 2642 mètres d'altitude, sachant
qu'au-delà de 2000 mètres d'altitude, il y a déjà des difficultés pour respirer et qu'on voit les grimpeurs naturels se porter plus facilement que les autres, il y a de grandes chances qu'on ait quelques dégâts. Alors c'est une course qui va peut-être se regrouper sur la fin, parce que tout simplement avec les alors combien de descentes on va avoir 20 km de descente après le sommet, donc voilà, il y a de grandes chances que derrière ça se regroupe un petit peu et que du coup on ait quelques favoris qui se sont un petit peu neutralisés. On ne gagnera pas le Tour de France sur ce genre d'étape, mais on pourra facilement le perdre. Donc voilà, je vois également pourquoi pas une échappée pourrait partir de loin. Tout va dépendre qui a le maillot jaune. Si on a toujours un Pogačar ou un Vingegaard qui a le maillot jaune, ce serait pas étonnant de trouver une échappée qui part de très très loin. Mais le problème, c'est que quand les courses sont tellement ouvertes pour les échappées, ça met énormément de temps à partir, ce qui fait que quand l'échappée est partie, elle peut pas prendre assez d'avance. Et à partir du moment où on arrivera dans le col du Galibier, voire même dans le col de Montgenèvre, je pense que ça va appuyer sévère et l'échappée risquerait de ne pas avoir assez d'avance. Donc c'est vraiment pile ou face, mais je vois quand même une échappée aller au bout au terme de cette étape. Alors, pour l'occasion de cette étape numéro 5, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Vulbas. Donc on arrive dans la région lyonnaise. Voilà, ça va être assez simple, ça va être une étape très très plate. C'est pas les deux petites bosses de 4e catégorie qui vont changer la donne. Le dénivelé doit pas être très très important. Donc là, on va se diriger tout droit vers un sprint massif. Les organismes vont quand même commencer à être un petit peu fatigués. Donc je pense qu'à ce moment-là, on aura un petit peu moins de monde à aller frotter devant et les équipes de sprinteurs pourront déjà commencer à avoir plus de place et se faire relativement plus plaisir. Donc pour moi, ça va être un sprint massif avec aucune chance pour les échapper. Alors, étape numéro 6, Mâcon-Dijon. Sur le papier, étape très très simple à gérer. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de dénivelé. Ça va pas du tout haut en altitude. Seulement, attention, le vent. Le vent pourrait être le pire ennemi des coureurs, donc que ce soit pour la course au classement général, que ce soit la course à l'étape, faites très très attention au vent. Donc il y a un gros risque de bordure. Alors qui dit risque de bordure, on dit voilà la météo. Donc il va falloir scruter énormément la météo et à partir du moment où du vent sera prévu, ça va être très très nerveux, ça va rouler très très vite. Donc on aura sans doute un sprint qui se terminera à l'arrivée, mais est-ce que ça va être un groupe de 20 coureurs, de 40 coureurs, ou est-ce que ce sera un peloton de plus de 150 coureurs qui va se présenter à la ligne d'arrivée? Ce sera le stress, ce genre de sortie, ce genre d'étape, c'est très très stressant pour tout le monde. Ensuite, étape 7, le premier contre-la-montre. Donc on va partir de Nuit-Saint-Georges jusqu'à Gévrey-Chambertin, donc 25 km de contre-la-montre. Il y aura une petite montée de, il me semble que c'est à peine 2 km, donc à la mi-course, voilà, à la mi-contre-la-montre. Donc voilà, c'est un contre-la-montre où on va peut-être pouvoir observer des Vingegaard, des Pogačar et des Evenepoel écraser complètement ce contre-la-montre. On n'est peut-être pas à l'abri non plus d'un, par exemple, Wout van Aert, si il est bien remis, de pouvoir briguer, pourquoi pas, une victoire d'étape. Donc voilà, selon qui a le maillot jaune, ça peut être l'occasion pour un leader d'aller récupérer ce maillot jaune-là, ça peut être l'occasion d'un Evenepoel, pour un Evenepoel d'aller récupérer son retard, et ça peut être pourquoi pas aussi l'occasion pour un Vingegaard d'assommer, alors pas encore le Tour, mais d'assommer la concurrence pour l'instant, de leur mettre un gros coup derrière la tête. Quand on connaît le contre-la-montre qu'il a fait l'année dernière, ça peut être l'occasion d'assommer un petit peu les esprits. Attention, Pogačar, c'est pas un peintre en contre-la-montre, donc on aura quand même du très très haut niveau sur ce contre-la-montre-là. Ensuite, on se dirige vers l'étape 8. Donc l'étape 8, on va avoir une étape très très casse-pattes. Là, on va avoir du dénivelé aussi, quasiment le même que sur une étape de haute montagne. Donc on part de Semur en Auxois jusqu'à Colombey, les deux églises. On va avoir une première partie d'étape qui va être très très casse-pattes, pas beaucoup de plats, beaucoup de montées-descentes. Ça peut être l'occasion pour une échappée de sortir. Et si l'échappée à la mi-course aura pris suffisamment d'avance et sera suffisamment importante, je pense que ce sera une étape qui sera promise aux coureurs punchers et surtout aux échappés. Je vois absolument pas les grands leaders se bagarrer sur ce genre d'étape
encore que sait-on jamais avec les Pogačar et Vingegaard, je vois plutôt des baroudeurs qui s'échappent, un gros groupe qui va partir et qui va se la jouer à la pédale, et voilà, bien malin sera celui qui pourra prédire qui gagnera sur cette étape-là, mais pour moi cette étape elle est promise aux baroudeurs. Et attention, l'étape la plus redoutée, c'est pas une étape de montagne, c'est pas une étape de plat, c'est une étape un petit peu entre les deux, c'est l'étape 9, l'étape entre 3 et 3. C'est une étape avec des chemins blancs. D'accord? Donc, rien à voir encore que avec les pavés, mais l'approche de la course, elle va être similaire. Dès le kilomètre 45, donc au bout de 45 bornes, on va déjà avoir le premier passage en chemin blanc qui sera suivi de quelques petites bosses. Donc voilà, on va en plus avoir un parcours qui va être assez vallonné. Quand on connaît l'aisance que peut avoir par exemple Evenepoel sur ce genre de chemin, on peut avoir peur pour lui. Quand on connaît, quand on se rappelle comment ça s'est passé pour Jumbo et Vingegaard la dernière fois qu'on a eu une étape un petit peu similaire avec des pavés, on peut avoir peur pour eux. Donc ça peut être l'occasion pour Pogačar d'aller mettre un coup derrière les oreilles de tous ses adversaires. C'est celui qui sera le mieux armé selon moi. Maintenant, Evenepoel a quand même une équipe qui est rodée à ce genre de parcours, même la Jumbo aussi. Donc voilà, ça va être très très intéressant comme course. Voilà, ça va être, je pense que ça va être très très beau à voir. Il y a peu de chances qu'on arrive sur un sprint massif, parce que ça devrait partir dans tous les sens. Surtout qu'on a un dernier passage à 10 km, donc un dernier chemin blanc à 10 km de l'arrivée. Donc voilà, il y aura sans doute un tout petit groupe qui va pouvoir se présenter sur la ligne d'arrivée. Ensuite, on peut pas, c'est difficile de donner un leader. Alors, on voit bien Mathieu Van Der Poel très facilement s'en sortir sur ce genre de parcours. On voit bien Wout van Aert très facilement s'en sortir sur ce genre de parcours. Mais à mon avis, Wout van Aert, il sera à la protection pour son leader, pour Vingegaard. Donc, il y a de grandes chances qu'on voit plutôt Wout van Aert sur la défensive et un Van Der Poel qui va, par contre, lui, aller se batailler pour la victoire. Et enfin, l'étape 10 entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. Donc là, on aura eu un lendemain de jours de repos. Tout le monde sera reposé. Il y aura pas spécialement de peur à avoir. On n'est pas sur une étape de haute montagne juste après le repos. Donc voilà, ça va être une étape de reprise sans trop de stress. Attention, chute, quand il n'y a pas de pression, ça tombe facilement. Et à ce moment-là, voilà, très très peu de suspense pour ne pas assister à un sprint massif. Attention quand même au vent, parce que le vent peut souffler dans ce coin-là, notamment en partant d'Orléans. Donc voilà, faut faire très attention à ce vent-là. Ça peut finalement être un petit peu plus stressant que prévu. Donc voilà, ce genre d'étape réserve souvent des surprises ou du moins une course très très rapide. Donc mine de rien, le final va quand même être assez tendu pour tout le monde et on devrait assister à un sprint, soit d'un petit groupe, soit d'un sprint massif à l'arrivée à Saint-Amand-Montrond. Allez, on est reparti après cette journée assez stressante sur l'étape 11. Donc étape 11 où ça va être assez stressant aussi puisque bon, le parcours semble tracé pour des échappées, seulement avec une fin comme ça très très casse-pattes avec plus de 208 km, énormément de dénivelé. Je pense que ça peut faire peur un petit peu. Voilà, ça peut. Les favoris doivent faire attention. On va terminer sur 3,3 km à 5,8% de moyenne, donc là on sera à 3 km de l'arrivée, donc bon, il devrait pas y avoir de grandes attaques, mais attention, quand un Pogačar par exemple a quelques secondes à récupérer ou du temps à les récupérer, on peut avoir des outsiders qui partent de loin et du coup qui veulent profiter d'un certain marquage et du fait que le parcours ne soit pas trop difficile pour ne pas faire trop de différence et avoir un petit groupe derrière qui se regarde et donc de se faire la belle. Ça peut être assez intéressant comme genre d'étape. Le lendemain de cette étape, on va arriver sur Aurillac-Villeneuve-sur-Lot. Donc là, bon, on arrive sur une étape qui est quand même plus ou moins plate. On va avoir des favoris qui vont récupérer. Pas trop de pièges sur ce genre d'étape-là. Donc voilà, elle sera quand même assez ouverte pour une arrivée massive. Donc pour moi, les coureurs vont se battre pour une arrivée massive et un sprint massif. On aura les grosses cuisses qui seront au rendez-vous à l'arrivée. On se retrouve ensuite sur l'étape Agen-Pau. Pareil, alors c'est une étape qu'ils annoncent assez casse-pattes
Pour les baroudeurs, j'ai du mal à y croire, d'autant plus que voilà, l'étape de la veille aura été assez reposante, les équipiers se seront reposés. Pour moi, les sprinteurs ne vont pas laisser passer ça. Alors, tout va dépendre aussi du scénario des premiers sprints. Si on a le même coureur qui a gagné les 4-5 derniers sprints, quel intérêt il y aura d'aller couvrir toute une étape pour voir le leader, enfin le sprinter de l'équipe d'à côté l'emporter. Voilà, si les équipes un petit peu outsiders ont un peu d'autres ambitions, ils vont aller placer du monde dans l'échappée, forcer les autres équipes à rouler et du coup peut-être favoriser une échappée. Ça peut être une idée, d'autant que sur ce genre d'étape-là, selon moi, ce sera quand même une arrivée massive qui va se dessiner. On va ensuite se tourner sur l'étape du samedi, Pau Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet. Donc là, c'est une étape de costaud. On va avoir plus d'indications sur le podium du Tour. Dès ce soir-là, ça va bien se dessiner. Donc étape pas très longue, 152 km, mais quand même 3 cols assez costauds avec le Tourmalet, la Orquette d'Ancizan et la montée de Saint-Lary, donc jusqu'au Pla d'Adet. On a 10 km 600 à quasiment 8% de moyenne. Donc sur cette étape du samedi Pau Saint-Lary, on aura une étape pas très longue, 152 km, mais voilà, vous l'avez compris, bien destinée au leader du classement général. Alors la seule chance de l'échappée, ce sera de prendre de l'avance. Vous avez les échappés ont 71 km jusqu'au premier sprint intermédiaire pour se faire la belle. Et après, s'ils n'ont pas pris suffisamment d'avance, voilà, il leur faudrait presque plus de 10 minutes. Alors selon les cocos qui sont dans l'échappée, bien sûr, mais il leur faudrait au moins 10 minutes au pied du Tourmalet, dans la mesure où, avec des conditions de course normales, le Tourmalet soit monté à un rythme normal où les échappés ne perdront pas de temps. Ensuite, ils auront un tout petit peu de vallée après le Tourmalet et la Orquette dans 6 ans où là, il y aura pas de grande manœuvre chez les leaders. Et les leaders du classement général se bagarreront dans Saint-Lary, dans le Pla d'Adet, avec les 10 km et quasiment 8% de moyenne. Donc là, il faudrait un gros concours de circonstances pour que les échappés aillent au bout. Il faudrait vraiment beaucoup d'avance. Et pour moi, je vois les leaders du classement général se batailler les uns contre les autres. Et nous arrivons sur l'étape du dimanche, donc Loup-d'Envieille, Plateau de Beille. Voilà, dernière étape où on peut jeter toute son énergie avant le jour de repos. Attention au départ en col, 7 km de montée. Donc là, forcément, les échappés vont faire la misère au peloton parce qu'ils vont vouloir s'échapper. On ne verra pas de leader partir de loin puisque derrière, alors malgré le fait que ce soit un jour de repos le lendemain, on a quand même une vallée immense où il faudrait être bien accompagné. Forcément, des compagnons de fugue ne vont pas aller collaborer avec eux parce que dans le meilleur des cas, s'ils arrivent ensemble en bas du plateau de Beille, l'outsider, le leader va leur mettre une cacahuète. Donc forcément là, on aura une échappée à coup sûr qui va sortir, qui a le temps, normalement, elle a le temps de prendre de l'avance. Tout va dépendre un petit peu du comportement du peloton et du comportement de l'échappée. Si l'échappée a le temps de prendre de l'avance, si on a une échappée de 20 coureurs qui sort, il y a de grandes chances qu'elle ira au bout. Seulement s'ils sont 6 ou 8, il y a toujours des équipes qui voudront se placer dans l'échappée, donc qui voudront rouler dans le peloton. Et donc là, ça peut être une étape qui est très très difficile à gérer pour les coureurs en difficulté. Je pense notamment aux sprinters, les coureurs blessés ou un petit peu à court de forme, parce qu'il y a beaucoup de vallées où ils seront assez loin derrière. Et du coup, la chance, c'est que l'étape est assez longue. Et faut pas qu'un peloton se mette à bagarrer dès le premier col, parce que là, ça va être très très compliqué pour la suite. On arrive ensuite sur le jour de repos où les coureurs vont se reposer à Gruissant et laisser place à la dernière semaine de ce tour, donc une dernière semaine qui va être très très costaud. Là, c'est vrai que on va aborder une première étape le mardi entre Gruissant et Nîmes. Promise aux sprinters, il n'y aura pas spécialement de suspense. Donc là, les coureurs de classement général vont pouvoir se remettre en jambes. C'est pas une étape qui va les piéger un lendemain de jour de repos. On va arriver ensuite le mercredi. Le mercredi, du coup, on va se retrouver sur l'étape Saint-Paul-Trois-Châteaux jusqu'à Super-Dévoluy. Donc là, attention, on a une étape qui va être assez piégeuse. C'est pas spécialement une étape de montagne, mais c'est quand même une étape qui va terminer en haut d'une montée. Il y aura 3 km 8 à quasiment 6% de moyenne. C'est une étape qui serait promise aux baroudeurs. Je pense pas qu'une équipe d'un leader de classement général va batailler pour ce genre d'étape-là. Malgré qu'un Pogacar, s'il n'a pas gagné encore jusqu'ici et qu'il est en forme, pourra très très bien s'en sortir sur ce genre de profil. On a plutôt des baroudeurs qui devraient s'en sortir. Attention toutefois, il y a un sprint bonus
comme par exemple lors de la deuxième étape et la troisième étape où des secondes vont être distribuées pour le classement général. Donc on aura un gain par exemple de 8 secondes pour la première personne qui passera ce sprint bonus. Donc il y a de grandes chances que les leaders du classement général, s'ils sont en position, eh bien ils se mettent minables dans cette bosse-ci et forcément du coup derrière ça va faire le ménage dans l'hypothèse où ils luttent pour la victoire. Donc là ça va créer quelques écarts et ça va lâcher quelques coureurs, mais voilà, il y a peu de chances quand même que ce soit ces coureurs-là qui soient à cet endroit-là, d'autant plus qu'il y aura quand même bien de quoi se mettre minable dès le lendemain sur l'étape 18. On sera du coup entre Gap et Barcelonnette avec 180 km, quasiment 180 km. Voilà, c'est pas une étape de pure montagne, on aura pas mal de dénivelé quand même mine de rien, c'est une étape qui est quand même promise aux baroudeurs, mais c'est une étape qui petit à petit commence à rendre les choses difficiles. C'est un rythme qui va être effréné, vous le savez très bien. Si une équipe n'a pas son coureur dans l'échappée, elle va rouler, et donc ça va passer tous ces cols de troisième catégorie, parce que bon, quasiment 4 km à 6% de moyenne, ça commence à faire mal, à 1400 mètres d'altitude, c'est quelque chose qui va rester dans les jambes, même pour les leaders de classement général, c'est ce genre d'étape qui est très très usante. Et on arrive enfin sur le triptyque final, donc on est voilà, proche Alpes et surtout proche de la Côte d'Azur. Donc on arrive entre Embrun et Isola 2000, 144 km, très peu de vallées, donc on va partir sur 20 km, 21 km de vallée avec le premier sprint pour faire plaisir au meilleur sprinter, et ensuite il pourra rejoindre le groupe Eto avec un premier col hors catégorie, le col de Vars, ensuite la cime de la Bonnette, 2800 mètres d'altitude, vous vous rendez compte? Alors c'est dommage parce que derrière il y a énormément de vallées, quoi. Il y a donc en fait il y a 40 km. Il y a 40 km pour rejoindre le pied du col d'Isola 2000. Donc forcément, tous les écarts ou toutes les défaillances que l'on va pouvoir observer dans cette cime de la Bonnette, eh bien, elles vont être compensées derrière par cette longue descente, cette plus ou moins vallée, et pour arriver au pied d'Isola 2000 avec 16 km à 7%. Alors, c'est une étape qui va faire énormément de dégâts, ça c'est sûr. Les hostilités ne vont pas être lancées trop tôt, parce que forcément, il y a pas mal de vallées, mais je pense qu'on observera quand même énormément de dégâts en haut d'Isola 2000 et on se dessinera quand même tout droit vers un podium du Tour quasiment tout tracé. Pour arriver sur l'étape du samedi, c'est l'étape entre Nice et le col de la Couillole. Donc c'est l'étape qui aura servi pour l'étape du Tour amateur. Donc on est sur 132 km. Alors là, quand je disais qu'il y avait 0 vallée hier, sur l'étape d'hier, il y en avait quand même beaucoup plus que sur cette étape-ci où on rencontre 4 cols avec seulement quelques kilomètres pour se mettre en jambes, et le premier col de Brosse, col de Turigny, col de la Colmiane et enfin le col de la Couillole. Voilà, ce sont pas des cols qui sont très difficiles, pas très pentus, seulement la répétition des efforts plus l'étape de la veille qui forcément va rester dans les jambes. En haut du col de la Couillole, on aura un grand vainqueur. Donc là, c'est pareil. Pour moi, il y aura pas spécialement d'échappée au long cours. C'est surtout des leaders de classement généraux qui vont se partager cette étape, étant donné que l'étape est courte. L'échappée n'aura pas spécialement le temps, hormis un outsider du Tour qui aura perdu énormément de temps. On pourra lui laisser un petit peu plus d'avance, et là c'est possible, mais pour moi ce sera voilà des coureurs très très costauds. Ce sera un grand nom qui va gagner en haut du col de la Couillole, et voilà, on observera quand même un grand vainqueur. Et dans la lutte pour le maillot à poids, on aura des coureurs qui seront forcément à l'avant parce qu'il y aura des gros points à aller chercher. Et enfin, la dernière étape, le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées. Eh bien non, c'est pas le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées, parce que voilà, Jeux olympiques oblige. On sera sur une dernière étape, un contre-la-montre, ça peut rappeler des mauvais souvenirs, entre Monaco et Nice. Donc voilà, on aura un contre-la-montre pour hommes forts, puisqu'il y aura forcément le col de la Turbie, 8 km à 5,6% de moyenne, plus un passage au col d'Aise, et enfin une descente pour rejoindre Nice. Donc on va avoir un chrono pour grimpeur, évidemment, mais un grimpeur rouleur, puisque derrière il faudra quand même bien appuyer sur les autres portions. Donc voilà, c'est tout tracé pour un Vingegaard, un Evenepoel, mais également pourquoi pas un Pogačar. Donc voilà, très très peu de surprises sur ce genre de chrono. Éventuellement Van Aert pourrait être au rendez-vous sur ce chrono, et donc on sera à Nice, on assistera donc à cette étape
qui aura lieu en soirée, il faut le rappeler, et on assistera donc au sacre d'un coureur sur ce Tour de France. Alors, j'ai ma petite idée sur le coureur que je verrai bien en jaune ce soir à Nice. Pour moi, il est danois. Voilà, je vous donne pas plus d'indices. Mettez-moi dans les commentaires qui est-ce que vous voyez gagner des étapes, tout simplement. Quelle équipe vous voyez un petit peu dynamiter ce Tour de France, et enfin, qui est-ce que vous voyez triompher à Nice et gagner le classement général du 111e Tour de France. Merci.